Bonjour, vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre partenaire la FIT. La FIT, c'est la Fondation pour l'innovation et la technologie. Ici, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et très souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Moi, je m'appelle Cyril Delaval, je suis coach au sein de l'association Génilem et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Ledoux, cofondateur de la marque, je ne sais pas si je prononce bien, on verra après, Crisp. C'est très bien prononcé. Donc, c'est une marque de restaurant rapide que tu as créée en 2020. C'est de la street food, autour d'un concept simple mais très efficace et, comme le nom l'indique, le croustillant. D'abord, en modèle full dark kitchen avec grosse présence sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, une présence à l'international et des flagships. On va en parler. Et avec un management assez particulier, vu que tes employés voient absolument tous les chiffres et ils sont intéressés au PNL du point de vente dans lequel ils sont, ce qui te permet d'avoir très peu, voire pas de turnover. Aujourd'hui, on va parler donc business dans la food, création de marque, pivot et scaling. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Génial. Et bien déjà, merci beaucoup d'être là. Avec Je commence toujours par la même question. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, merci pour l'introduction. Du coup, je m'appelle Vincent Ledoux, donc je suis cofondateur de la marque Crisp. Je viens de région parisienne à la base, de banlieue parisienne, avec mes associés. Et j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. J'ai fini en 2020 et du coup, j'ai lancé la marque Crisp. J'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Dès que j'ai pu commencer à entreprendre à 15-16 ans, j'ai déjà monté des projets avec un de mes associés actuels. On a monté des tournois de basket, on a vendu des habits, on a vendu du vin en Angleterre. J'ai monté, après en arrivant à l'école hôtelière, pendant mes études, je faisais une épicerie dans ma chambre la première année. Parce qu'en arrivant en Suisse, en fait, j'ai découvert que les magasins fermaient très tôt. Et ça, je n'étais pas habitué. En venant de région parisienne, ça ferme beaucoup plus tard. Et en fait, la première année, en arrivant à l'école hôtelière de Lausanne, on est en année préparatoire et du coup, on dort sur le campus. Et en général, la première année, on fait beaucoup la fête. Et du coup, j'ai acheté beaucoup d'alcool que j'ai mis dans ma chambre et je le vendais à partir de 19h aux étudiants de l'école pour aller en soirée. Donc, c'était bien. J'arrivais en soirée, je me faisais de l'argent et en même temps, je faisais la fête avec tout le monde. Donc, c'était pas mal. Après, j'ai commencé à organiser des soirées. Du coup, on a créé une société qui s'appelait Campus Junction. On faisait des soirées en essayant de réunir les différents campus de Lausanne. Donc ça aussi, ça fonctionnait très bien. On faisait ça avec des amis de l'école hôtelière. On avait des gens à HEC aussi qui faisaient ça avec nous. Après, j'ai monté une société qui s'appelait Ecolodging. Donc on faisait consultant pour les hôtels. En fait, on les analysait en ligne via des questionnaires. On repérait ce qui n'allait pas dans leur fonctionnement, surtout sur l'aspect éco-responsable. Et après, on les mettait soit en relation avec des consultants qui les aidaient à devenir plus éco-responsables, soit on leur vendait différents outils pour les aider à limiter leurs dépenses en énergie. Ça fonctionnait bien. Mais après, il y a eu le Covid. Et en mars 2020, je finissais en juin 2020 l'école hôtelière. Et en mars 2020, du coup, les hôtels, à ce moment-là, ils répondent plus au téléphone. Donc nous, ça fonctionnait plus. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va lancer un concept Crisp. On va revenir après. Moi, j'aimerais juste comprendre. Donc, quand tu es étudiant dans la région parisienne, tu as quoi, 15-16 ans quand tu crées tes premiers concours de basket Ouais, exactement, c'est ça. Enfin, 15-16 ans, je commence à vendre des habits. Pourquoi ? Pour l'argent ? Pour l'envie de faire quelque chose ? Pour plaire aux filles ? C'est quoi Non, le fantasme de l'entrepreneur, je pense. Il y en a qui rêvent. Donc, c'est souvent, quand on est petit, il y a pompier, il y a architecte, il y a archéologue. Bon, il y avait footballeur et entrepreneur. C'était les deux. Mais déjà les deux petit, sujets. à moins de 10 ans ? À 12 ans, je pense, c'est venu. Ouais. Okay. Entrepreneur, c'est venu très tôt. À 12 ans, je disais à ma mère, je vais être entrepreneur plus tard. Tes parents sont entrepreneurs ? Non. Alors, mon père est avocat, mais a fini par monter sa boîte en tant qu'avocat, mais surtout un très bon avocat. Et c'est ça qui a fait en sorte que ça fonctionne pour lui. Mais donc, c'est un entrepreneur, mais finalement, un entrepreneur revisité, c'est plutôt un très bon avocat qui a dû créer sa boîte, comme c'est une profession libérale. Et ma mère est juge, donc j'ai des parents dans le droit, mais non. Et sinon, dans le reste de ma famille, j'ai pas d'entrepreneur. Et tu te rappelles s'il y a une étincelle, ou c'est quoi ? C'est le fait de voir ton père pouvoir être libre, c'est le fait de... Franchement, c'est difficile. Je pense que c'est des films, des séries. J'ai pas le moment précis où ça m'est venu. Mais c'est des films, des séries où tu vois quelqu'un qui a réussi, qui est libre, qui voyage, qui crée. C'est le sentiment de liberté, de créer,
Ouais, c'est difficile, je sais pas à quel moment c'est venu, enfin par rapport à quoi c'est venu, mais c'est venu très tôt. Je pense que ouais, c'est vraiment le phénomène des séries-films où on voit des gens qui ont réussi, sortir de leur voiture, être libre, faire du business, Je vais être comme voyager. lui. Voilà, je me suis dit, moi je veux être comme ça. Je veux être comme ça, je veux voyager, je veux être libre. Il y avait un vrai sentiment de liberté. Et pourquoi l'école hôtelière alors? Pourquoi l'école hôtelière? Alors, deux choses. Bah, donc, du coup, en faisant mes études, j'avais un vrai truc d'essayer d'être le meilleur. C'est toujours un truc qui m'a suivi. Du coup, je voulais faire la meilleure école. Donc, je me renseignais. Donc, en France, il y a les HEC, on est en commerce. Sinon, il y a tout l'aspect ingénierie avec Polytechnique ou des écoles comme ça. Du coup, je me renseignais, mais il fallait faire prépa en France. Donc, 2 ans à s'enfermer, à étudier. Je n'ai pas forcément un profil très prépa. Je suis très extraverti. Je suis quelqu'un qui est sorti très jeune, qui va beaucoup vers les autres. Bon élève? Bon élève, ouais, bon élève. Bon élève. Même, je dirais même très bon élève, 6e, 5e. Après, petit à petit, voilà, je commençais à 6e, 5e, sortir. en Suisse, Pardon, en excuse-moi. termes d'âge. En termes d'âge, c'est 12-13 ans. Ok. 12-13 ans. Talentueux, besogneux, un peu des deux? Plutôt talentueux. Enfin, j'avais des facilités, on dirait, à l'école. Ok. Mais bon, j'étais pas non plus le meilleur. Mais à un moment, j'ai été vraiment bon élève. Et après, le truc, c'est qu'il faut quand même continuer à travailler. Et j'étais plus intéressé vers l'extérieur que vers l'école. Donc après, j'ai été un élève qui facilement passait les classes, quoi. Mais j'étais pas le meilleur. Mais voilà, j'ai eu un bac scientifique. Donc c'est quand même un baccalauréat qui est reconnu en France. J'ai eu une mention. Ça va, je me débrouillais bien. Mais j'étais pas passionné par l'école. Et donc, dans les bonnes écoles, Je vois que finalement, il faut faire prépa. Comme j'étais pas très travailleur, je me dis que c'est pas trop mon profil. Et du coup, je vois le reportage à la télé de l'école hôtelière de Lausanne. Et on m'en avait déjà parlé par ma famille. Mon oncle bossait avec quelqu'un qui avait fait l'école hôtelière de Lausanne. Du coup, il m'en avait parlé. C'est vrai qu'il y avait un côté un peu impressionnant dans cette école. Après, je vois le reportage à la télé. Là, je me dis, ouais, c'est cette école qu'il faut que je fasse. C'est à l'international. Il y a, je sais plus, c'est 90 nationalités par promotion en Suisse. Il y avait un côté vraiment impressionnant et je me dis, je vais faire cette école parce que j'avais l'impression en fait que c'était une école de commerce sur l'angle de l'hôtellerie, mais c'était pas forcément l'hôtellerie qui m'intéressait spécifiquement. C'était vraiment le côté école de commerce ouvert sur l'international et c'est ce qui vend vraiment l'école de management de l'accueil. C'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant. Et du coup, quand je vois ce reportage, quand on m'en parle, je me dis, ok, il faut que je fasse cette école. Et c'est comme ça que je l'ai ciblé. et t'embarques ton pote avec qui tu faisais déjà 2-3 trucs à Paris? Alors non, lui, donc on est 3 associés, il y a Antoine et Grégoire, et maintenant on est un 4e qui est rentré dans l'école. Mais non, Grégoire, lui, a fait une autre école, en fait. Donc moi, je vois cette école, j'ai mon baccalauréat. Après mon baccalauréat, je fais 2 ans de DUT technique de commercialisation. C'est un modèle un peu entre l'université et la prépa. C'est 2 ans, et après, en général, soit on rattrape une école de commerce, soit on va faire une licence, soit on peut faire des alternances et commencer à travailler. Tu l'as fait où, celle-ci? Ça, en région parisienne, D'accord. à l'IUT de Sceaux. Donc c'était bien, c'était 2 ans, c'est vachement bien comme formation, très professionnalisante, avec plein de modules sur tout l'aspect commercial. C'est une école de commerce en accéléré, c'était vraiment bien, avec des stages intéressants, où je suis parti à Toulouse, je suis parti aussi à Paris faire des stages, enfin c'était vraiment bien. Après ça, je suis parti 1 an en Angleterre vivre, là-bas je suis parti tout seul, après j'ai des potes qui m'ont rejoint, donc là c'était super, je bossais dans la restauration rapide, c'est comme ça que j'ai côtoyé un peu le milieu de la restauration rapide, je bossais chez Shake Shack. C'est une chaîne à New York, Dubaï et Londres qui marche super bien, de smash burger. Ils étaient avant-gardistes et ils sont toujours, en tout cas ils fonctionnent très bien, ils étaient avant-gardistes à l'époque. Tu faisais quoi là-bas? T'étais dans les bureaux, dans les J'étais cuisines, dans le service? serveur, ouais serveur. Je suis arrivé, je parlais pas très bien anglais, donc du coup je faisais serveur et j'ai comme ça appris à parler mieux anglais. Et donc j'ai fait là 1 an là-bas et c'est comme ça que j'ai passé le concours pour l'école hôtelière. J'ai fait mon crédit et j'ai été admis à l'école hôtelière et j'ai démarré l'école du coup en fin 2016. Fin 2016. Ouais. Merci. Donc il y a ces différentes initiatives entrepreneuriales que tu as. Et ensuite, CRISP. Et ensuite, CRISP, exactement. Donc c'est ça, donc je fais l'école hôtelière. Alors déjà, quand j'arrive à l'école hôtelière, je suis dans un objectif, c'est de réussir. J'ai toujours eu ce truc-là, faut que je réussisse. Et je voulais être entrepreneur, donc c'est comme ça que je monte tous les projets pendant l'école hôtelière. J'avais vraiment cet objectif-là, parce que des fois on arrive à l'école, on a envie de faire la fête, donc je faisais la fête aussi. Comme je suis sorti très jeune à Paris, j'étais déjà dans ce milieu-là et ça va, je m'amusais suffisamment. Mais c'était vraiment, j'arrivais pour réussir. Mais réussir, ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire avoir la licence? Ça veut dire créer ma boîte. D'accord. Ouais, c'est vraiment parce qu'avoir la licence, passer l'examen, j'étais en confiance pour le passer. Je pensais que,
j'avais confiance en moi pour réussir à avoir le diplôme de l'école hôtelière. C'était plus, non, je voulais sortir de cette école et avoir ma boîte. C'était l'objectif. Je voulais être entrepreneur. Donc, je me voyais pas, en finissant l'école hôtelière, travailler pour une entreprise. Je me voyais directement être indépendant. Donc, c'était ça un peu l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai directement en arrivant, je me suis dit, OK, il faut que je crée des boîtes, faut que je... Et quand tu crées ces différentes initiatives, à chaque fois, tu te dis... parce qu'elles ont toutes eu, je pense, un objectif presque pédagogique, enfin en tout cas un héritage pédagogique où tu as très certainement appris des choses à chaque fois. Tu avais conscience de ça, de te dire je m'en fous de ce que je fais, l'important c'est d'apprendre, ou bien à chaque fois tu disais ça sera ça ma vie? Ouais, je comprends. Non, je pense qu'à chaque fois, je me disais, ça va cartonner. Ça va être dingue. Bon, pas l'épicerie la première année, hein, ça, je savais que c'était plus de la débrouille, mais sur les soirées, je savais que ça serait pas très long terme, mais l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose. Oui, il y avait quand même un peu de pédagogie, parce que je savais que pour les soirées, par exemple, j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je me disais, OK, on va faire ça, ça va super bien fonctionner, et je voyais pas forcément long terme. Chaque fois, je me disais, je fais ça, on verra. Il n'y avait pas de vision à une stratégie long terme sur 5-10 ans. Je fais ça, on regardera ce que ça donne. Et après, par exemple, les soirées, normalement, j'en ai eu un peu marre. C'est comme ça que je suis parti sur consultant dans les hôtels. Là, consultant dans les hôtels, je me disais, on va essayer de tout casser là-dedans. Après, finalement, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et là, du coup, je switch. Bonne chose pour toi, en fait. Ouais, bonne chose pour moi. Ça a permis de faire croustiller. Tous les amoureux de Crisp. Et donc, tu démarres Crisp avec ce concept autour du croustillant. Et vous démarrez, si je dis pas de bêtises, le premier que vous avez, c'est sur le campus de l'EPFL en Dark Kitchen. Exactement, ouais, avec cul blanc. Ok, tu nous racontes un peu ça? Avec plaisir. Mais alors, donc, ce qui se passe, c'est donc mars 2020, Covid, et nous, on finissait en juin 2020. Et en fait, on trouvait qu'il y avait un problème, et ça faisait longtemps qu'on se le disait en tant qu'étudiant de l'école hôtelière de Lausanne, c'est que quand on vit sur le campus ou à côté du campus de l'école hôtelière, pour la livraison, c'est pas dingue ce qu'on reçoit à manger. Il n'y avait pas beaucoup de concepts. Alors pourtant, on est dans la meilleure école hôtelière du monde. Et pour manger, on était, c'est des tacos ou des burgers qui étaient assez mal faits. Il n'y avait pas de marque trendy qui permettait de recevoir un repas assez élaboré à la maison. Et donc ça part vraiment de ce constat-là en disant il y a vraiment quelque chose à faire sur autour de l'école hôtelière et même en Suisse, à Lausanne en tout cas, c'est sur la livraison, donc on le savait. Et là le Covid tombe, et on se dit ok d'accord, là vraiment tous les restaurants sont fermés, plus personne n'a vraiment de quoi manger, sinon il faut faire les courses et en livraison c'est toujours les mêmes produits. Et en fait, j'avais un coloc, mon associé Antoine Abikhalil, qui lui cuisinait super bien. Vraiment, je le dis tout le temps, il a le palais absolu. C'est vraiment, il faisait super bien à manger à la maison et quand on allait dans des restaurants où on sortait, il goûtait un produit, il nous disait tout ce qu'il y avait dedans, quelles recettes ils avaient pu faire pour le créer. Il est impressionnant. Donc c'est pas l'oreille absolue du musicien, c'est le palais absolu. Exactement, c'est ça. Parce que en même temps, il est musicien et cuisinier. C'est vraiment un artiste. Donc il est trop fort et donc il a l'oreille absolue, mais le palais absolu justement. Et donc trop fort, et donc on arrive sur ce problème-là. Et donc en soir, en rentrant dans un extra que je faisais, j'en parle à mes colocataires en disant très bien les gars, il faut absolument faire une Dark Kitchen ici. Dark Kitchen en Suisse ça n'existait pas, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non. Ouais, et ça n'existait pas du tout, et j'avais vu ça à Paris, que c'était en train de vraiment se développer. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une Dark Kitchen, tu peux juste... Bien sûr. Alors une Dark Kitchen, en fait, c'est un restaurant sans salle, exclusivement dédié à la livraison. Donc en fait, pour résumer rapidement la Dark Kitchen, ça permet de ne pas acheter un fonds de commerce, de ne pas faire de travaux, de juste récupérer une cuisine, la louer, faire à manger et le mettre sur les applications de livraison. Et en fait, tu pouvais ouvrir un restaurant pour, en dépenses pures et dures, 7000 francs, quoi. Donc c'était vraiment pas cher. Et c'est un modèle qui a vraiment explosé en France avec le Covid. Donc il y avait à Lyon, j'en ai entendu parler à Lyon et à Paris. Et en Suisse, j'en voyais pas. En même temps, je voyais mon colocataire qui était super fort pour faire à manger. Et mon meilleur pote d'enfance, Grégoire, justement, qui vient de Charenton comme moi, on s'est connus au collège. Qui lui est super fort en marketing. Donc je me dis attends, il y a un mec super fort pour faire à manger, un gars super fort en marketing, et moi qui suis très motivé pour aller développer des business. Donc il y a quelque chose à faire. J'en parle à mes colocataires, on était 4 colocataires. Et là, en fait, Antoine revient me voir, donc Antoine le cuisinier, revient me voir une semaine après en me disant écoute, j'en ai parlé à mon père, il nous prête 20 000 francs pour ouvrir la première Dark Kitchen. Donc là, tout va très vite. Après, donc ça, c'était on est en mai 2020. Donc mai 2020, il nous dit ça. On se renseigne, il faut trouver une cuisine à ce moment-là, donc super galère. Sauf qu'en fait, c'était triste, mais une belle opportunité pour nous. Tout le monde était fermé. Donc on a trouvé un traiteur à Écu Blanc, Paris-Zurich.
Je les remercie du fond du cœur parce qu'ils nous ont fait confiance. Donc eux, ils ont une énorme cuisine de production à Écublanc, mais sauf que traiteur, Covid, ça marchait plus. Et on est allé les voir en leur disant, est-ce qu'on peut vous louer une partie de votre cuisine pour faire une dark kitchen? À la base, ils nous regardent, ils nous disent, les gars, on est... Donc à Écublanc, on a ouvert, c'est une zone industrielle. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout accueillant. On est dans une énorme zone industrielle avec un gros parking en dessous, un garage. Et nous, on était au 2e étage de la zone industrielle, dans une énorme cuisine de production, mais c'est pas du tout fait pour ouvrir un restaurant. Et donc on leur présente le projet, on leur dit qu'on va ouvrir une dark kitchen ici, et ils nous disent, ok, super. Bah, bon courage les gars, mais ok, on est d'accord de vous louer la cuisine et ils nous la louent pour vraiment pas cher, je sais plus, mais si je sais. 1200 francs plus 500 francs pour les machines. Donc on payait 1700 francs et on avait une partie de la cuisine par mois, plus ils nous prêtaient les friteuses, et les chambres froides positives et négatives, donc on avait tout. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et pourquoi Crisp? Pourquoi crisp? Ça, c'est une très bonne question. Le croustillant. Ben, on est parti dans le constat, en fait, avant de se lancer, on a bien réfléchi parce qu'à la base, on se dit on veut ouvrir une dark kitchen. Ça part d'une idée avec une brèche dans un marché. Donc, on pensait à faire des wok, des salades, enfin voilà, on avait des burgers, pourquoi pas. On était vraiment ouverts. Et en fait, on se dit, ok, quand on regardait le marché, on s'est dit très bien, on voit que les tendances, elles changent. À l'époque, il y avait le Pokéball qui avait explosé, le Smash Burger n'était pas encore là, il y avait le Pokéball, il y avait le tacos qui a explosé quelques années avant. Mais on voit que vraiment les modes changent, les tendances changent en restauration. Ça commençait à être l'essor du poulet frit. Et on se dit très bien, bah, à la place de s'enfermer dans un format, donc burger, pizza, salade, ou de s'enfermer dans une origine, français, italien, suisse, eh ben, faut qu'on choisisse quelque chose qui nous permet de nous adapter à tout. Et on a trouvé la texture, le croustillant. Et là, on s'est dit, bah, c'est génial avec le croustillant parce qu'on peut commencer, et on trouvait que le poulet frit est très bon et pas développé en Suisse, à commencer avec du poulet frit, mais si c'est plus à la mode, on peut aller s'adapter tout le temps. Le temps que ça croustille, ça sera notre marque. Et on a bien réfléchi parce que du coup, c'était une bonne idée et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom Crisp aussi. Alors, le nom Crisp, on a regardé un peu ce qui se faisait dans le poulet frit, du coup, parce qu'on s'est dit le poulet frit, ça va fonctionner. On voulait surtout pas être enfermé dans le poulet, donc c'est pour ça qu'on est parti sur le croustillant. Et on trouvait que faire un bruit, c'était bien. Donc à la place, ça s'appelait croustillant. Et un bruit, en fait, on disait, bah, y a une dimension directement internationale, tout le monde peut le prononcer. Et en même temps, c'est galère à prononcer, ça va éveiller la curiosité des gens. Et on partait directement aussi dans le constat où il fallait qu'on crée un univers. Parce qu'on trouvait qu'il y avait peu de marques, et surtout en livraison, qui créaient des vrais univers, avec beaucoup de communication, on en parlera, mais beaucoup de communication sur les réseaux, un vocabulaire de marque, vraiment un univers autour de la food et de la marque qui exploite la food. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, très bien, on va partir sur le croustillant, crisp. C'est à la place du i, on a mis un autre c, en se disant, voilà, ça va être un bruit, c'est international, et ça va perturber tout le monde. Ça marche. Moi, en tout cas, je dis toujours, moi, c'est un bon nom. On a beaucoup de gens chez IM qui nous disent, ah voilà, je pense à ce nom-là, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Moi, mon truc à moi, je le partage volontiers. Pour moi, c'est un bon nom si tu peux rappeler la personne 2 ou 3 jours après et tu lui dis comment elle s'appelle ma marque. Et si elle s'en souvient, pour moi, c'est un bon nom. Si elle s'en souvient pas, c'est pas un bon nom. Et je me rappelle quand on s'est rencontrés, tu auras pu m'appeler 3 jours après, je me rappelle, et d'ailleurs, je me rappelle encore. Ouais, nickel. super. Donc, vous commencez Dark Kitchen. C'est vous qui faites la livraison ou pas? Parce qu'il n'y a pas. C'est Uber Eats, Smooth qui est entre-temps fermé, etc. Ils sont moins développés. Ils sont quand même développés. En fait, on démarre, donc on loue cet espace-là, on parle du projet, on arrive à louer, on crée notre entreprise, on démarre le 5 octobre 2020. Et c'était stressant d'ailleurs le jour d'ouverture. Mais on démarre avec Uber Eats, Smooth, Just Eat, on démarre avec la totale. Okay. En fait, on démarre la totale, on se met sur les plateformes et on démarre comme ça. Donc on démarre directement donc avec une marque très léchée. Donc la communication était en train de se mettre en place, mais on fait directement une page Instagram, on fait des vidéos qui est plus ou moins qualitatives, on se lançait avec seulement 2 burgers. Donc on part aussi de l'idée où il ne faut pas qu'on soit enfermé dans le poulet frit. Donc on part avec, c'est un burger qu'on peut personnaliser, c'est soit poulet, soit vegan. Et donc vous choisissez la base avec la panure ultra croustillante et derrière après c'était personnalisable, un peu comme Five Guys. On démarre là-dessus, on fait les accords avec les plateformes de livraison, on se lance et les 3 premiers jours c'est dur parce que y a que nos potes qui commandent. On se dit putain c'est dur, c'est sûr. Enfin on se dit c'est pas possible. On se disait qu'on était la marque la plus stylée d'Uber Eats, Smooth. Enfin vraiment on regardait la page, les photos, le produit était très bon. Enfin est très bon, vraiment différencié. Mais quand on voit ça, et finalement c'est que nos amis qui commandent. Et en fait on fait un truc qui change tout. Le 3e jour, donc on est là, le 1er jour peu de commandes, que nos potes. 2e jour peu de commandes. 3e jour on commence à paniquer. On se dit il y a un problème là. Et en fait on va au Vortex. D'ailleurs qu'on va ouvrir, on en parlera après, mais c'est beau ce qui se passe. Mais on va au Vortex et il y avait un concept tout en haut qui s'appelait le perchoir.
et où il y avait beaucoup d'étudiants. Le Et en Vortex, fait, pour ceux qui connaissent pas. pardon, ouais, le Vortex, c'est une grosse résidence étudiante au milieu de l'UNIL, le PFL, sur le campus. Qui a été faite, donc c'est ce fameux bâtiment rond Exactement. qui avait été fait pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. En Ouais. 2020, je crois. Ouais, C'est ça, ouais, c'est 2020. 2020. Donc c'est pile quand on a ouvert. Et en fait, on a fait des burgers, on est allé avec des caisses vertes les distribuer aux gens au Vortex. Donc je me rappelle, j'y vais avec un ami, il y a Antoine qui reste dans la cuisine. Et on donne des burgers à tout le monde. Et le soir, en rentrant, enfin après la distribution, là, ça y est, on se fait prendre plein de commandes. Vous filmez? On se filme. On se filme exactement, on se filme et c'est comme ça, donc on se filme directement, on distribue, on le met sur les réseaux sociaux, mais on l'avait même pas, on l'avait mis le lendemain sur les réseaux sociaux, donc c'est juste, je vais distribuer, là il y a Antoine qui m'appelle en panique, qui me dit attends je suis tout seul, il y a trop de commandes là. Et en fait je pense que les gens ont goûté le burger, se sont fait passer le mot, sont allés regarder sur Uber Eats et le soir ils ont dû recommander parce qu'on leur passait des moitiés de burger. Et là c'est parti, et là après ça a explosé, hein. Enfin franchement, il y a Grégoire qui est arrivé, il nous a rejoint 2 semaines après, il était à Paris, à Lyon, et il nous a rejoint 2 semaines après. Et là, pour le faire rapide, mais en gros, Grégoire, lui, il avait fini 1 an avant moi à l'école. Donc nous, avec Antoine, on avait fini l'école en juin 2020. On a lancé en octobre. Grégoire avait créé une société à Lyon de communication pour les restaurants. Donc en fait, c'était magnifique. Il faisait de la communication pour toutes les chaînes. Pour quelques chaînes de restauration à Lyon qui marchaient super bien. Et du coup, il a quitté cette boîte pour rejoindre l'aventure Crisp. Et après, donc, il y a Grégoire qui nous a rejoints. Et là, du coup, on avait des vidéos vraiment de qualité quand on faisait les distributions. Et on a gardé ce modèle de distribution. Et le site internet s'appelait Crisp. Ouais, exactement, chris.org. Ouais, Ah, c'était pas TV? Ah si, non, ça c'est la page Instagram. Ah, ok, c'est Ouais, la page qui s'appelle Instagram, toujours pardon. comme ça. Crisp. Bah c'est ça, Grégoire est arrivé, du coup au début on faisait les vidéos, donc la première distribution, c'est mon pote qui me filmait avec un téléphone cassé, enfin c'était pas beau du tout quoi. Donc il y a Grégoire qui est arrivé avec du matos pro, on a changé le nom de la page et on a appelé ça la Crisp TV, parce que du coup dès le début on s'est dit il faut qu'on crée un lifestyle autour de notre marque, qu'on soit transparent, ça fait un peu youtubeur entrepreneur, qu'on montre ce qu'on fait, qu'on filme nos distributions, qu'on filme comment on produit la nourriture, qu'on raconte un peu nos vies, qu'on fasse des blagues, enfin on était vraiment dans la nouvelle ère de la restauration quoi. Et avec un résultat assez. Moi, je me rappelle, vous aviez passé les 100 000 vues Ouais, vite. assez vite. Ouais. Bah ça aussi c'est donc on est arrivé sur un marché aussi où c'était peu exploité la Suisse, donc c'est aussi une opportunité hein. Mais la Dark Kitchen n'était pas exploitée, on était les premiers du coup explosion et en fait on pouvait se développer à moindre coût quoi, et on en parlera mais c'était dingue. Et réseaux sociaux, il y avait peu d'acteurs qui faisaient vraiment, enfin il y a plein de gens qui faisaient des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux, mais des gens qui créaient vraiment un lifestyle autour de leur marque, il y en avait peu, maintenant il y en a beaucoup plus. Et donc du coup comme on était, alors je dirais pas les seuls, il y en avait quelques-uns, mais franchement aussi poussé que ce qu'on faisait, en tout cas on avait une brèche dans le marché, ça nous a fait exploser rapidement, on est arrivé sur TikTok, on avait l'emballage comestible, on en parlera, mais l'emballage comestible qui a fait beaucoup de bruit, et du coup on a vite fait beaucoup de vues. Ok. Ouais. Et parce que, de nouveau, tout ce qui est food, c'est une industrie qui est ultra compétitive, avec des marges qui en général sont pas bonnes. On est plutôt sur du volume. Et vous allez dans ce marché-là, donc dans un univers ultra compétitif où il n'y a pas de marge. Pour tout casser. Mais tu penses que, déjà, est-ce que vous aviez conscience de ça avant de vous lancer là-dedans? Et à quel point évidemment que c'est un ensemble de choses, j'imagine, mais à quel point c'est le produit, à quel point c'est la com, à quel point c'est, tu vois, Ouais. qui vous a permis d'exploser comme ça? Ouais, je comprends. Bah, écoute, alors franchement, en avoir conscience, non, que c'était aussi dur. En fait, on se disait c'était un braquage là. Personne faisait de la dark kitchen. On arrive, enfin, on a fait ce crédit à 20 000 francs, c'est important de le savoir. En 1 mois et demi, on l'a remboursé. Donc la personne qui nous a prêté 1 mois et demi plus tard, on lui a dit tiens, le père d'Antoine, on a les 20 000 francs. Donc finalement, on les a réutilisés pour investir, mais c'était 1 mois et demi rembourser son investissement, faire du volume, du bénéfice direct. On disait waouh, on est sur un truc de dingue. Et l'idée de base, on disait on est sur un truc de dingue, on est les seuls, ça va fonctionner. Après les 3 premiers jours de flip, ça a fonctionné. C'est court quand même, 3 jours de flip. Ah, c'est très court. Non, franchement, c'est très court. Non, c'était magnifique, il faut toucher. Ouais. et du coup, donc là, à ce moment-là, on se dit, donc en se lançant, on se dit qu'on a tout compris. Tu dis toujours, on a tout compris. Ouais. Après, finalement, tu te baisses et tu deviens humble. C'est ça l'entrepreneur aussi, parce qu'il faut apprendre à le devenir. Du coup, pas conscience de la difficulté du marché, pas conscience des faibles marges. Par contre, conscience de nos forces. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'on avait une très bonne équipe. Et ça, dès le début,
début, on se l'est dit, on trouvait qu'entre Grégoire, Antoine et moi, on avait vraiment une équipe Dream Team. Parce qu'on avait la communication, donc l'acquisition et l'outil de différenciation. On avait le produit d'exception et un outil de différenciation. Et on avait l'aspect gestion et développement. Donc en fait, à tous les trois, on réunissait l'ensemble des compétences pour y arriver. Donc ça, on en était sûr. Et après, donc non, pas conscience des faibles marges. Et après, il y a toute l'aventure qui va continuer. Donc non, pas conscience des faibles marges. D'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout en dark kitchen. Ouais. Vous avez des restaurants physiques à Lausanne, dans le Flon. Donc vous êtes vraiment, pour moi, je pense, dans les meilleurs emplacements pour ce type de restauration. Le Flon, au Flon à Lausanne, Plein Palais à Genève. Vous êtes aussi à Paris. Exact. Je crois que vous êtes à Lille. Non, en fait, c'était à l'époque de Dark Kitchen qu'on a développé ça. Ouais. À quel moment vous arrêtez les dark kitchen pour changer de stratégie ? Alors quand on réalise que les marges sont faibles, justement. En fait, donc on se lance, pour la faire courte, mais on se lance. 1 mois et demi, on rembourse l'investissement. 3 mois après, on ouvre une deuxième dark kitchen à Genève. En 2 ans et demi, on ouvre 12 dark kitchen. Donc vraiment, on fonce. Et on est dans l'aventure, on est dans ce que j'ai toujours rêvé. Moi, je voyais le truc comme ça, c'était l'aventure, c'était pas l'argent. Et tu vois, même quand on en parlait tout à l'heure, quand petit, c'était vraiment l'aventure. J'adore voyager et je trouve que l'entrepreneuriat est une aventure de tous les jours et surtout une aventure humaine, parce qu'entreprendre tout seul, ça me plairait pas. Entreprendre avec des amis et y aller, c'est magnifique. Et du coup, vraiment, en 2 ans et demi, on fonce. Donc, on dort dans nos cuisines, on se douche à la plonge, enfin vraiment des trucs. On est au début du truc, quoi. Mais on s'en fout. On s'en fout, on est content, on avance, on va prendre le marché, on est vraiment en aventure, comme dans un road trip. J'aime bien le comparer, je trouve que c'est la même chose, même si c'est un peu différent, mais c'est la même chose. C'est un road trip, c'est l'aventure, on se débrouille et on fonce. Tu tires tes 2 associés dans ce voyage-là, ou eux, ils sont aussi excités que toi de faire ce road trip ? Non, ils sont aussi excités que moi. Ouais, les deux, c'est des aventuriers. On s'en fout de dormir avec Blanc, là. Ouais, exactement, avec Blanc, on est là à se réveiller pour la production, à Genève, par terre. Enfin, vraiment, c'était la débrouille, quoi. C'était la débrouille, mais c'était la débrouille qui nous excitait. On était heureux de le faire. Tu vois, parce qu'il y en a qui disent on galère au début et tout. On a galéré, mais ça nous rendait heureux. On se disait on est vraiment en train de faire quelque chose de bien. Donc tu multiplies ce modèle avec une dark kitchen dans un endroit, les plateformes qui vous livrent, la communication dans chaque endroit comme ça qui explose avec ces vidéos, etc. Exactement. Ouais. La croissance, tout va bien. Et au bout de 2 ans et demi, on en est à 12. Donc là, on s'est développé Lausanne, Genève, Paris. On a ouvert à Paris aussi. On devait ouvrir à Lille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on commence à voir que... Alors, parce qu'on était au début les seuls acteurs quasiment, donc, et c'était le Covid, donc des volumes immenses. Mais en fait, sorti du Covid, les gens retournent à fond dans les restaurants physiques. Donc déjà, notre volume, il baisse, même si on faisait un très gros volume pour une dark kitchen, mais le volume, il baisse. Très gros volume, tu peux nous donner un... Ouais, on faisait par cuisine, on faisait 80 000 de chiffre d'affaires. Par mois. Par mois, ouais. Okay, pas par jour. Ouais, pas par jour, ouais. Donc ça fait quasiment, entre les moins bonnes, elles faisaient 600, 700, et les meilleures, elles faisaient 1,1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires à l'année par Dark Kitchen. Donc tu vois, c'est quelque chose. Sur un CAPEX qui nous coûtait 10 000 francs à tout casser. CAPEX, c'est l'investissement que tu dois mettre dans ta cuisine. Hein, exactement, c'est ça, pour ouvrir. Donc 10 000 francs grand max. T'imagines ? C'était magnifique, quoi. Donc, et ça, vous arrivez à le faire tout en autofinancement ? Tu vas chercher un peu de sous ailleurs ? Alors au début, on s'autofinance et après, on va chercher un peu de sous. Donc on va chercher du crédit, on va chercher de la dette. Et principalement par le père d'Antoine qui nous accompagne. Vraiment, lui, il faut souvent aussi, donc on dit souvent l'entrepreneuriat, c'est de la chance, du timing et bien s'entourer. Et donc j'ai des super associés. Et aussi le père d'Antoine, vraiment, il nous a énormément aidé parce que c'est un entrepreneur, il nous a conseillé, il nous a encouragé et il nous a financé aussi. Donc beaucoup de dettes, on lui a fait des crédits. Et pour continuer à se développer et ouvrir toutes ces dark kitchen. Donc parce que finalement c'était bien, on était rentable vite, mais après on l'automatisait, on mettait du staff à l'intérieur. Et ce qu'il faut comprendre en fait dans la dark kitchen, et c'est ce qu'on a réalisé petit à petit, parce qu'au début on faisait 10% d'EBITDA, donc EBITDA, bénéfice avant impôt, par dark kitchen. Donc ce qui est plutôt bien, mais en fait plus ça avance, quand le volume il baisse, il y a des coûts fixes qui sont moins amortis. Et le truc, c'est qu'on a commencé à faire du 5% d'EBITDA par dark kitchen. Donc, ce qui est correct, mais par rapport au volume qu'on faisait, on se dit, putain, on récupère que 5% à la fin, c'est pas beaucoup. Et du coup, sortie de Covid, les gens retournent dans les restaurants, le volume continue à baisser, plein d'acteurs arrivent sur la dark kitchen, plein de nouveaux acteurs, parce que les gens commencent à comprendre, même pendant le Covid, donc plein de dark kitchen ouvrent, des cloud kitchen, donc des espèces de grands espaces où des gens louent des coques pour faire de la dark kitchen.
plein d'acteurs arrivent sur le marché, donc finalement, nous, on se retrouve, on se dit, attends, mais on était les premiers, on était bien, on était tout seul, on était tranquille, et là maintenant, il y a plein de gens qui arrivent. Et faut pas oublier l'objectif, et depuis le début, c'est super ambitieux. On veut devenir une grosse chaîne, on veut réussir, ça c'est toujours été un fantasme que j'ai, et que Grégoire a, et qu'Antoine a aussi. On veut devenir un gros truc, on est là pour être les meilleurs. C'est toujours ce truc-là, on est là pour être les meilleurs. Donc on veut devenir gros, tous les acteurs arrivent, volume baisse, et associé à ça, donc là déjà on se dit très bien, il va falloir qu'on ouvre des restaurants physiques. Si on veut vraiment continuer à devenir si on veut devenir des gros de la restauration rapide, on peut pas rester en dark kitchen, il y a trop d'acteurs qui arrivent, les marges sont faibles. Un des enjeux de la Dark Kitchen, c'est peut-être aussi, pour que les gens comprennent, le pourcentage que les acteurs de livraison ils te prennent. Ça, tu peux. Ouais, clairement. Bah oui, non, mais t'as raison, parce que c'est pour ça, en fait, l'EBITDA est faible parce que, justement, il y a 30% qui sont pris, alors au bout d'un moment, tu les négocies, mais 30% de commissions qui sont pris par les plateformes de livraison. Donc, sur le chiffre d'affaires, quand vous payez, donc il y a déjà les frais de service, le client paye les frais de service, donc il paye la livraison plus les frais de service Uber ou Smooth ou autre, les frais de service de la plateforme de livraison, et ensuite, sur nous, ce qu'on reçoit, il y a 30% qui vont aussi à la plateforme de livraison. Donc déjà, ça te tue ton chiffre. Et en plus, comme il y avait plein de nouveaux acteurs qui arrivaient sur le marché, il faut que l'algorithme te référence bien. Et donc, c'est comme sur les réseaux sociaux. Sauf que là, pour que l'algorithme te référence bien, il faut faire des offres. Et en général, c'est le BOGO, buy one, get one, donc un acheté, un offert, pour être tout en haut de la liste. Et en fait, le problème, c'est que du coup, si tu vas tout en haut de la liste, tu fais buy one, get one, donc tu fais un acheté, un offert sur tes produits. Sauf que nous, on a des produits de qualité, donc notre coût matière est très cher, ça nous coûte cher, on paye bien nos employés. Du coup, si on fait du buy one, get one, c'est-à-dire qu'on double le coût matière, plus après tu nous prends 30% de commission, on s'en sort pas en fait. Et on se retrouve justement, c'est bien que tu fasses ce parallèle-là, c'est qu'on se retrouve en fait à avoir notre marge qui baisse, les acteurs qui augmentent, on est obligé de faire du buy one, get one, on se retrouve dans un cercle vicieux à être dépendant en plus des plateformes de livraison qui ont ouvert un modèle, mais qui sont aussi destructifs de valeur. Parce que nous, notre marque, c'est le croustillant. Le client, il paye plus cher son produit parce qu'on est obligé d'absorber un peu la commission. Il va avoir un produit qui arrive à la maison, souvent dégradé. Il est plus croustillant, le produit, quand tu te le fais commander. Il peut être bon, mais plus croustillant, parce que voilà, il a passé 30 minutes dans un sac. Derrière, le restaurateur, il gagne beaucoup moins d'argent que ce qu'il devrait gagner sur place, parce qu'en fait, il paye la plateforme. Donc, en fait, et le livreur est souvent très mal payé. Donc, le livreur est lésé, le client est lésé, le restaurateur est lésé, le gagnant, c'est la plateforme de livraison. Donc c'est ça, enfin, c'est ce constat-là, et du coup, on commence à anticiper en disant, bah là, les gars, il va falloir qu'on ouvre des restaurants physiques. Donc, on anticipe, on doit soit l'ouvrir à Paris, soit en Suisse, on cherche. Et il y a un truc qui nous fait accélérer, c'est 2023, il y a un changement de juridiction en Suisse, qui est un bon changement, c'est juste pour nous, ça nous a mis dans une situation inconfortable, enfin compliquée économiquement. C'est qu'en fait, les livreurs qui étaient des indépendants sont devenus des salariés. Donc en fait, Uber Eats, avant, qui avait des livreurs, des indépendants qui faisaient ces livraisons, a dû passer par des plateformes, enfin par des prestataires de services, des sociétés de livraison, pour effectuer ces livraisons. Et en fait, du jour au lendemain, le marché des livreurs, il a été divisé par 4, quoi. Donc je sais plus c'était combien, je crois. Région lausannoise, c'était 1000 ou 1200 livreurs. Du jour au lendemain, dès que la loi est passée, il n'y avait plus que 200 livreurs. Donc nous, c'est une catastrophe. On était soit en bordure des villes, il y en avait quelques-uns en centre-ville, mais souvent en bordure des villes, en dark kitchen, pour baisser les frais de loyer et couvrir des zones. En fait, c'est ça le raisonnement des dark kitchen, c'est je couvre des zones, et des zones de livraison. Bah, du coup, on n'apparaissait même plus sur l'application. Donc, tu voulais commander Chris, tu n'apparaissais plus sur l'application parce qu'il n'y avait pas assez de livreurs. Ou si tu commandais Chris lorsqu'on apparaissait sur l'application, ça mettait 1h30 à arriver chez toi. Donc là, le produit est encore plus dégradé, nous, notre volume qui baisse, et là, on se retrouve à perdre. Le client qui veut tout de suite, de toute façon, il va pas attendre, ou alors il va le pas fait une fois et il attendre, arrête. Exactement. T'as le chiffre d'affaires qui diminue. Ouais, et la marge qui baisse. Parce que chiffre d'affaires qui diminue, donc là, quand il y a eu ce changement en 2023, catastrophe, alors là, le chiffre d'affaires est divisé par 2. Mais déjà, ça commençait à diminuer. Donc pour le maintenir, on faisait des offres parce qu'il y a trop d'acteurs. Donc on arrive à le maintenir, sauf que notre marge qui était à 10, elle passe à 10, et des fois elle était à 12, 15. Là, elle passe à 5, à 3. Donc on se retrouve à rien gagner, quoi. Tu le suivais comment, ça? Tu avais ton Excel journalier, Ouais, mensuel? exactement. Ouais, on se faisait un Excel. Alors, c'était mensuel, hein. C'était mensuel pour bien le faire. Alors, journalier, on voyait le chiffre d'affaires, on savait le nombre de salariés qu'on avait. On a des logiciels, vous savez, enfin, tu sais, Skello, Combo, enfin, des logiciels qui nous permettent d'avoir notre coût staff journalier. Donc, on le savait à peu près. Après, tous les mois, on faisait une analyse précise sur chaque point de vente, quoi. Donc, en pilotage Excel. Plus maintenant, on pilote encore mieux que ça, parce que tu passes par des outils. Je pose la question parce que beaucoup de gens le font pas, ça. Ah ouais. Et vous, alors on l'a pas dit, mais vous avez été accompagné par Geninem. Et moi, c'était de nouveau une des choses qui m'a souvent impressionné quand on faisait les séances. C'était que tu connaissais tes chiffres, tu connaissais ton coût matière, ton coût, etc. Et donc, je veux juste
Qu'on en parle un peu, ouais. Ouais. Non, mais clairement, Parce t'as que je raison. pense que c'est hyper important, tu vois. C'est hyper important et dans tous les business, mais Ça, tu l'as appris à l'école? ça, je l'ai appris, oui, à l'école, ils te l'apprennent. Tu le faisais déjà avant, quand tu vendais quand Ouais, je faisais avec Ecologing, je le faisais, avec Campus Junction, ouais, je l'ai toujours fait, ouais. pilotais le cash. Piloter le cash, ouais, piloter le cash. Alors après, tu pilotes plus ou moins bien entre le début de Crisp et maintenant, et c'est le jour et la nuit, quoi. Mais parce qu'après, tu te fais des tableaux Excel ultra compliqués, et que finalement, tu te rends compte que tu mets trop de temps à faire des tâches qui pourraient être simplifiées, surtout avec l'IA, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Mais oui, non, dès le début, et surtout, alors, dans tous les marchés, il faut le faire, mais dans le marché de la restauration, c'est un métier de centimier. Donc, et nous, c'est vraiment ce truc-là, c'est marque. Aussi, j'aimerais préciser un truc sur la Dark Kitchen, t'en as plein qui faisaient la Dark Kitchen aussi et qui mutualisaient les marques. C'est-à-dire que dans la même cuisine, ils allaient créer 4 marques. Une marque de pizza, une marque de burger, une marque de salade, une marque de bowl. Et avec les produits qu'ils utilisaient pour la pizza, ils faisaient des burgers avec les produits des burgers. Ensuite, nous, c'était une monomarque avec un produit qualitatif, des employés bien payés, et du coup une marge faible. Et donc là, il faut vraiment piloter ces chiffres. Tu sourçais tout en local? Tout en local, donc tu es obligé de faire le truc ultra précis, ultra carré, et de suivre chaque centime. Donc si tu coupes un salarié, je sais pas, de 21h à 22h, si le volume il baisse, bah du coup il faut pas avoir 2 salariés, il faut pas avoir 4 salariés, il faut en avoir que 2. Donc là tu coupes les horaires, ça te permet de piloter vraiment. Et dès le début on l'a fait, et ça nous a permis de piloter notre marge, parce que si on l'avait pas fait sur une Dark Kitchen, on faisait du moins 10%, hein, facilement dès le début. Donc ouais, c'est cet ensemble de choses, nouveaux arrivants sur le marché, monomarque avec du coup une marge qui baisse, qui nous a poussé à vraiment aller dans la restauration physique après. Okay. Ouais. Et donc là, vous démarrez dans la restauration physique, France, Suisse? Alors à la base ça devait être en France, après on a réfléchi, on s'est dit attends, on a créé à Lausanne, Lausanne c'est notre fief, c'est là où la croustillance vient. Du coup on s'est dit Lausanne, mais là le problème c'est que en fait il faut comprendre la crise qu'on a connue, c'est que donc tout allait bien jusqu'ici, on était vraiment les gars qui s'en sortaient super bien, on était bien. Et donc, on commence à réaliser, comme je te disais, après 2 ans et demi, qu'il faut changer. 2023, il se passait, on se dit, ok les gars, c'est urgent, là, il faut changer tout de suite, parce qu'on avait prévu de changer, mais c'était en cours, quoi. On cherchait le local, on cherchait le financement, on était tranquille. Là, on doit accélérer. Et du coup, on se retrouve, avec cette nouvelle loi, à perdre par cuisine quasiment 20 000 francs. Parce qu'on a des salariés en fixe, on n'a pas de gens à l'heure, on paye bien, coût matière élevé, et là, chiffre d'affaires qui se divise par 2 avec cette nouvelle loi. Donc le temps que le marché se réajuste, ça a mis 6 mois, 1 an, avant que vraiment il y ait de nouveau plein de livreurs et que les clients n'attendent pas des plombes avant de recevoir leur repas. En plus, ça nous faisait perdre en réputation, parce que tu recevais ton repas après 1h30, il est plus très bon, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout froid. En plus, il arrive dans des états pas possibles parce que les livreurs faisaient pas attention. Donc on se retrouve à perdre de l'argent, et là c'est parti. Là, donc on cherche le local, on trouve le local au Flon, on fait un crédit, non même pas, on fait une levée de fonds, donc on trouve le local au Flon, on fait un crédit alors attends, je te le fais dans l'ordre, on perd 20 000 francs par cuisine. On se dit ok, il faut aller super vite. Et là t'en as combien? Et là, en activité, parce que tu sais, il y avait des dark kitchen des fois aussi où on faisait des 6 mois et après on les fermait. Là, j'en ai combien? J'en ai 7 en activité. Donc tu vois, ça fait des gros montants, quoi. Hein, tu vois, ça pique. Ça pique. T'as pu faire un peu de trésor les années d'avant, mais là, ça pique. Et en plus, le truc, c'est qu'on était déjà en levée de fonds. Donc là, on était en levée de fonds pour prévoir l'ouverture du restaurant physique, mais qu'elle allait arriver en 2024, mais tranquillement, quoi. Tout se passait bien. Levée de fonds, on montrait nos chiffres, ça se passait bien. Et là, il y a ce truc-là qui arrive au moment où on finit la levée de fonds. Donc en fait, l'argent qu'on a levé, il nous sert à financer la perte. Et du coup, alors qu'il devait nous servir à ouvrir un restaurant physique. Donc là, du coup, il faut trouver d'autres argent pour aller financer le restaurant physique. Donc heureusement, on a pu faire un crédit au vendeur du restaurant du Flon qui nous a étalé le fonds de commerce sur 5 ans. Donc on a pu le payer en 5 ans le fonds de commerce. Les personnes qui ont fait les travaux, ils nous ont fait un crédit aussi. Ils nous ont dit très bien, les gars, on fait les travaux, on croit en ce que vous faites, vous nous paierez après une fois que ça sera ouvert. Donc on a de la chance. On fait un crédit à une banque française qui nous suit aussi. Donc tout le monde nous suit. Et on ouvre ce restaurant physique au Flon en avril 2024. Et voilà, c'est le premier restaurant physique. Et en même temps, vous aviez commencé à fermer les dark kitchen ou pas? Exact, ouais, on les ferme au fur et à mesure. D'accord. En fait, on se retrouve, fin 2022, on dit ok, on va ouvrir un restaurant physique, on commence une levée de fonds. Donc là, on vend le modèle de dark kitchen et on dit très bien, en fait, les dark kitchen nous servent à activer les villes. Donc on ouvre à moindre frais dans une ville, on voit le volume, on voit d'où proviennent les commandes et on ouvre un restaurant physique où proviennent les commandes. La stratégie a été top. Et du coup, on vend ça, on fait la levée de fonds, tout se passe bien avec une super valo. Tu lèves combien? On lève 550 000 sur une valo à 6 millions. Donc tu vois, en plus, boîte bien valorisée, c'était bien, quoi. Après 2 ans et demi d'activité, 3 ans, tu vois, c'était bien. Parce que la stratégie était bonne, on montrait, c'était à moindre frais. Et après, on ouvrait le restaurant physique avec finalement toute la data pour prouver le succès du restaurant. Donc tout allait bien. Et levée de fonds, elle est quasiment conclue. Enfin, elle est conclue, on n'a pas reçu l'argent, mais elle est conclue. On a les accords avec tout le monde. Et là, il se passe ça, c'est août 2023. Et ça se retourne en combien de temps?
Tu passes de plus 5% d'EBITDA à moins 20 Bah, automatiquement, là, dès que la loi elle passe, c'est parti. C'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vraiment, ouais. Parce que les livreurs, il n'y a plus le droit d'avoir des livreurs, donc le temps qu'ils recrutent et qu'ils se font des accords, du jour au lendemain. Donc stress total, et tout l'argent de la levée de fonds, il part, quoi. Et donc là, tu es là, tu as tes investisseurs, tu leur as dit que tu allais faire ça, et tu peux plus faire ça, donc T'hésites à arrêter, à dire, bon, bah, on n'ouvre pas tant pis, on n'ouvre pas. Non, du tout. Non, vraiment, là, à ce moment-là, on se dit, aucun moment donné. Non, okay. On se dit, c'est la crise. Là, il faut pas être faut pas être anxieux, en tout cas, il faut être proactif. Je te réveille à 6h du matin, douche froide. Après, je prenais les douches froides le matin. Et hop, on y va. C'était ça. C'était la guerre. Vraiment, tu rentres dans une période de guerre. Je pense qu'elle est importante de la connaître aussi dans l'entrepreneuriat. On l'a tous à un moment. C'est la guerre. Donc, vraiment, 6h du matin, douche froide, parti au boulot. On trouve les solutions. Donc là, je trouve les crédits. On trouve l'accord avec la personne du flon. On trouve l'accord avec les gars des travaux. On a aussi la banque, une banque française une double banque française qui nous finance. Et là, en fait, on paye de la perte. On ferme les dark kitchens. Donc, fermer les dark kitchens, ça coûte. Hein. On paye des salaires. Le temps de fermer la cuisine. En plus, nos salaires, on voulait les garder. Du coup, on leur fait des chômages techniques pour qu'ils reprennent au moment de l'ouverture du restaurant physique au flon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en France, on avait des dark kitchens. On les transforme en food court en juin. Donc, on les ferme en 2022. Enfin, la dernière, on l'a fermée en décembre 2023, pardon. Et on ouvre en food court. Donc, food court, tu vois ce que c'est? Je vais peut-être expliquer, ouais. C'est des grandes halles gourmandes où en fait on loue en stand. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter un fonds de commerce, de designer le stand. C'est juste tu ramènes tes machines et tu vends tes produits dans un stand, comme dans un marché ouvert. C'est un modèle à l'anglaise. Et en fait, on se dit très bien, les dark kitchen, on peut les transformer en food court. Parce qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, on n'a pas d'argent là, on n'a plus d'argent. Donc on transforme les dark kitchen en food court. On ouvre un premier food court en janvier et un deuxième food court en mars. Donc les deux dark kitchen qu'on avait à Paris, bim, elles switchent en restaurant physique, enfin en food court. Donc c'est du physique, mais dans un stand. Et on ferme toutes les dark kitchen en Suisse. On n'en garde plus qu'une à Genève et une à Lausanne, en attendant l'ouverture du flon. Dès que le flon ouvre, on ferme Genève, on ferme la Lausanne et on ouvre, et on met toutes les équipes au flon. Okay. Et comment ça se passe au flon? Au flon, ça cartonne, direct. Donc vraiment, ça fonctionne direct. En fait, tout le volume qu'on faisait en dark kitchen, il vient sur place. Ce coup-ci, là, on récupère de la marge, quoi, parce qu'il n'y a pas les 30% des plateformes de livraison. On garde en même temps le service de livraison et donc on continue à faire notre communauté Uber Eats. On n'était que sur Uber Eats, on n'est que sur Uber Eats. Continue à nous commander, plus toute la restauration physique sur place. Donc là, ça fonctionne très bien. Et en fait, on arrive à payer du coup le fonds de commerce, on arrive à payer les gars des travaux, on rembourse les banques. Donc c'est génial. Enfin, on arrive à tout. Et ce qui est beau, en fait, c'est qu'en janvier 2024, on réunit les actionnaires. On leur dit, les gars, vous venez d'investir 6 mois avant pour un projet. Finalement, l'argent, il est parti, mais on a trouvé d'autres argent parce qu'on avait fait les crédits. Et la stratégie pour sauver la boîte, c'est de fermer toutes les dark kitchen et d'ouvrir le restaurant physique là et de transformer les dark kitchen françaises en food court. Si ça fonctionne pas, c'est la crise. Et tout le monde, on a des actionnaires vraiment très bienveillants. Ils nous disent, ok les gars, il faut y aller, c'est stressant, tout le monde est stressé, mais il faut y aller. Et ça a fonctionné, donc c'est beau. Ok. Mais par contre, dans un restaurant physique, je dirais traditionnel, même si tu fais un peu de takeaway ou de livraison, tu as quand même du staff dedans que tu n'as pas dans une dark kitchen. Ouais, tu as du staff pour le service. Alors, nous, c'est des modèles. Ce qui est plus facile dans la restauration rapide, c'est que tu n'as pas de prise de commande à table. Tu vois, donc tu arrives sur un modèle où les personnes vont commander au comptoir, vont s'asseoir et on leur dépose le plateau. Donc, au final, tu as du staff en salle, mais tu n'en as pas. Parce que la vraie différence sur le staff entre une dark kitchen et un restaurant physique, c'est le staff de service. Parce que le staff de cuisine, c'est le staff de cuisine. Et finalement, oui, tu as un peu plus de staff physique, mais de service, mais pas tant que ça. Parce qu'on a une personne au comptoir et une personne qui va déposer les plateaux. Okay. Les food courts en France, ils existent toujours? Tu les as fermés? Ils existent toujours. On a gardé les food courts en France. Donc, modèle food court intéressant. Alors, il y en a qui réussissent, il y en a qui ratent, mais nous, on est une marque qui est bien pour les food courts. On est grand public quand même, tu vois, le croustillant. Mais là, il faut avoir de la place pour accueillir les gens dans un food court. Exactement. Et ça, vous l'aviez dans vos dark kitchen? Dans dark kitchen, on n'avait pas. Mais en fait, on savait faire du volume dans les dark kitchen. Dans un petit espace, on savait produire pour beaucoup de volume. D'accord. Donc, vous êtes allé dans des food courts? Exactement. Ok, c'est ça que j'avais compris. On n'a pas ouvert nos food courts. Non, okay. Pardon. Vous avez fermé vos dark kitchen et vous êtes allé être présent dans des food courts. Exactement. On a signé avec des food courts, on a déplacé nos dark kitchen dans un food court et on a fait la même chose à manger, sauf que là, les clients venaient commander directement à notre stand. Ok, ça marche. Le fait d'avoir une marque qui est... alors ok, on a entendu que Lausanne, c'était la capitale de la crispitude, mais d'avoir une marque qui, à la fois en Suisse et en France,
ça change quoi? C'est quoi les problèmes liés à ça? C'est quoi les avantages? Ah, ça aussi, c'était galère. Enfin, tu vois, ça, c'est les erreurs d'entrepreneur aussi. C'est que tu te développes des fois trop vite, je pense. Il fallait pas aller tout de suite en France. Alors, c'était bien, ça a fonctionné, mais tu vois, tu te retrouves à Lausanne, Genève, Paris, faire des allers-retours, prendre le train. Je t'ai jamais vu sans un Sans sac une ou une valise, valise. je te jure. Chaque fois qu'on se voit, t'as une valise. Toujours, en aller-retour. Alors à l'époque, en plus, on trouvait toutes les techniques possibles pour payer le moins possible le train, hein, tu vois, tu te débrouilles. Mais ouais, là, je suis toujours à gauche, à droite, tu vois. Donc là, maintenant, on est plus structuré, donc ça va. Mais du coup, très vite. Alors au final, c'est différents marchés, mais ils se ressemblent quand même, tu vois. C'est francophone. Alors il y a entre Lausanne et Genève, c'est très différent, par exemple, tu vois, la manière de consommer, la population. C'est quoi qui est différent? Je dirais qu'à Lausanne, beaucoup plus d'étudiants. Alors Genève, il y a des étudiants, mais Lausanne, on est vraiment très connu de la communauté étudiante. Donc beaucoup d'étudiants viennent et les gens sont là le week-end. Tu vois, il y a quand même, enfin en tout cas, au Flon, ça passe toute la journée. À Genève, il y a quand même ce phénomène où les gens partent le week-end et reviennent la semaine. Donc tu marches très bien la semaine, le week-end c'est des fois un peu plus calme. Et après, tout le monde mais c'est comme à Paris, tout le monde est fier de sa ville. Donc, il y a toujours une compétition entre Lausanne et Genève, entre Paris et Marseille. Donc, il faut toujours avoir des communications un peu spécifiques par endroit. Mais après, nous, on est quand même une marque assez mainstream. Tu vois, on fait de la qualité, mais dans des formats qui fonctionnent bien. Et les gens sont déjà habitués à consommer du burger, à consommer des salades, des bowls, des tenders. Donc, on arrive à avoir un succès dans tous les endroits où on ouvre pour Et l'instant. t'as qu'une communication globale, crisp, francophone ou... Alors, c'est juste alors oui, il y a une seule page, la Crisp TV, il y en a une seule. Mais par contre, on va faire des coups de com'. Par exemple, là, récemment, on a fait le Greek Crush, donc avec une chaîne de restauration grecque qui s'appelle Greek Project. Et du coup, là, c'est que pour la Suisse. Tu vois, donc ça, c'est que pour la Suisse. Ils sont bien connus à Lausanne, ils ont ouvert à Genève aussi. Donc ça permet de se faire connaître, de se relier. Et en France, je sais pas, on a fait une collab avec un restaurant qui s'appelle Mamacita, qui est un restaurant mexicain à Paris. C'est que pour la France, tu vois. Mais par contre, ça, on les relaie sur la Crisp TV. Donc le Genevois va voir qu'on a fait une collab à Paris, ça va peut-être moins lui parler, mais par contre, après, il va voir qu'on a fait avec Greek Project qui est à côté de chez lui. Ça va lui parler. On fait des distributions de flyers dans différents endroits, tu vois. On a vu que tu as eu passablement de modèles de distribution, je dirais, de modèles d'affaires qui sont différents. Ouais, on les a. Le roi du pivot. Ah ouais, je te jure. On a fait aussi les festivals, on a fait du traiteur pour les entreprises, on a tout fait, ouais. D'accord. Moi, j'aimerais t'entendre sur la communication, qui est un point, je pense, différenciant chez vous, avec cette importance des réseaux sociaux et tout de suite de ces vidéos en format court, mais très engageant. Ça, c'est toujours le cas maintenant? Ça n'a pas changé? Vous avez dû adapter? Comment? Ouais, il faut toujours se réinventer. Alors, ça, c'est la spécialité de Grégoire. Alors oui, on a en communication. Donc, nous, dès le début, un associé qui est focalisé marketing et spécifiquement communication, même si le marketing ça regroupe beaucoup plus de choses que la communication, mais là vraiment cette communication on a vraiment mis un point d'honneur là-dessus. Elle a évolué notre communication comme notre branding, hein. Tu vois, au début on se lançait, donc les couleurs étaient jaune et bleu clair, avec une communication très je dirais fun, donc on était vraiment les mecs fun, tu vois, on faisait des pranks, on faisait des questions dans la rue aux gens, des micro-trottoirs, des dégustations sauvages comme ça, enfin des distributions sauvages, donc c'était sympa, mais en fait, petit à petit t'avances et tu comprends ta marque et où c'est que tu veux te positionner sur le marché. Au début, on était plus, voulait se positionner en tant que youtubeur entrepreneur. Maintenant, on veut vraiment se positionner comme la marque référence du croustillant et une marque premium. On veut vraiment comprendre et c'est ce qu'on fait, de la vraie qualité dans un format de restauration rapide, mais c'est de la gastronomie rapide pour avoir un nom différenciant, mais du coup, donc, on a compris et donc elle a évolué la communication. Donc au début, c'était cette communication fun, jeune. Maintenant, on est plus sur une communication premium où on va faire des focus produits, mais on va moins faire de pranks, moins faire de distribution sauvage. Vraiment donner aux gens l'envie de venir manger chez nous. Alors qu'avant, on donnait l'envie aux gens de nous regarder. Tu vois, donc on essaye aussi, parce qu'on pense que pour faire une petite analyse de ça, il y a maintenant beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, dans les restaurants, il y en a plein qui essayent de faire du bruit, mais le truc c'est que beaucoup de gens font des blagues pour aller chercher des vues, mais en fait nous on trouve que le marketing asset est pas bon, ce que la personne retient quand elle va voir ça, elle va peut-être liker, aller suivre, sourire et se dire ils sont marrants, mais elle va dire ok c'est des gens marrants, mais ça va pas lui donner envie d'aller manger. Nous on veut que la personne qui regarde notre vidéo elle se dise ok ça a l'air trop bon ce qu'ils font, tu vois, quitte à des fois faire moins de vues ou moins de réactions, mais au moins ce que la personne retient c'est ça a l'air trop bon ce qu'ils font, j'ai trop envie d'aller manger chez eux. Et c'est ça, parce qu'au but, finalement, la communication, à la fin, c'est de pousser à l'achat. Et ça se planifie
On se dit, ah bah voilà, je veux faire ce focus là-dessus. Et donc, du coup, après, on va décliner des tactiques ou c'est en faisant au fur et à mesure que tu te rends compte au bout de 3 mois, ah bah c'est marrant, on fait plus des blagues, maintenant on parle du produit. Non, ça se réfléchit. Non, non, on a réfléchi avec Grégoire, on se fait des brainstorming journaliers. Mais non, non, ouais, c'est réfléchi, c'est réfléchi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait la transition Dark Kitchen restauration physique, on en profite pour refondre toute la marque. On faisait que des produits personnalisés, on s'est dit que non, parce que les gens, des fois, d'avoir trop de choix, ça les perd. On leur fait des burgers déjà prêts, le Crispy, le Crisplosion, le Flamenco, déjà avec des compositions prêtes. On revoit notre image, on dit très bien, regarde, on fait jeune avec notre logo, ça fait jeune, ça fait pas premium, c'est pas ce qu'on fait. Donc on réfléchit à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on se projette. C'est là aussi qu'on se donne une mission de marque. Et ça, je vais pouvoir t'en parler, c'est intéressant parce qu'au début, tu fais de la restauration rapide et tu essaies d'être le meilleur, d'être bon, d'être fun, mais tu sais plus vraiment ce que tu fais. Là, on réfléchit à tout, on se donne une mission de marque, reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles, et je vais t'en parler. Et après, du coup, on se dit très bien, on veut faire ça, cette mission. Comment ça doit se représenter sur les réseaux sociaux? Bah, ça doit être cette communication premium, focus produit, des blagues mais pas lourdes, tu vois, subtiles. Quelle couleur doit être associée? Bah, finalement, le bleu pour qu'il soit plus classe ou qu'il soit plus foncé. Le jaune, c'est très fast-food. Nous, on est plus, c'est la panure, le terracotta. Tu vois, c'est comme ça qu'on a trouvé le terracotta. Voilà, le design de nos restaurants, comment il doit être, bah, faut refléter ces couleurs-là. Nous, on aimait bien Five Guys, tu vois. Maintenant, on a évolué, mais en fait, c'est vraiment, je trouve que Five Guys alors en Suisse, ça marche pas énormément, mais Five Guys dans l'univers des grosses chaînes de restauration rapide, elle est différenciante parce que c'était la chaîne de restauration rapide qualitative. Tu vois. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, très bien, on est un peu, à l'époque, le Five Guys du poulet. Donc, on va faire un peu le même style de service. Tu arrives à la caisse avec un grand menu derrière. Tu vois, donc c'est plein de petites réflexions donc, où tu penses du coup au service. Après, premium, tu penses au branding, veste de chef. Tu vois, maintenant, on est tous en veste de chef dans le restaurant. Et plein de petits éléments. Et pour définir cette stratégie, c'est toujours se rattacher à une chose, à une vision, parce que sinon, si tu n'as pas de ligne de conduite, tu te perds. Et nous, c'est la mission, reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles. Et en fait, chaque chose qu'on réfléchit, ça doit répondre à cet objectif-là. Et il faut que ça soit autour du croustillant et bien sûr autour du goût. Mais c'est vraiment cet objectif. Et les attentes actuelles? Parce que là, tu me dis. Ouais, bah ouais, non, c'est ça. Bah, c'est une promesse, mais c'est quoi? Ouais. Alors, en gros, pour te vraiment, la mission, c'est qu'en fait, donc on a réfléchi, beaucoup d'acteurs sur la restauration rapide. On considère que la nouvelle génération, et on s'adresse vraiment à la nouvelle génération, mais même aux nouvelles attentes, parce que la nouvelle génération, mais même la génération plus ancienne, finalement, elle va dans les nouvelles attentes. C'est que il n'y a pas de chaînes qui vont correspondre à tout ce que veut cette génération. Et ça va sur plusieurs aspects. Ça va sur l'aspect collaborateur et travail. Les gens n'ont plus forcément envie de bosser en restauration où tu bosses le week-end, t'es mal payé, les clients ne te respectent pas, t'es pas reconnu. Ils n'ont plus envie aussi de bosser pour un patron qui leur cache tous les chiffres. Tu as souvent l'image du patron quand même qui s'enrichit sur le dos de ses collaborateurs. Il y a cette image-là et qui est des fois vraie. Et du coup, les gens n'ont plus du tout envie de ça. Les gens, s'ils se déplacent dans un restaurant, c'est pour vivre une véritable expérience. C'est pas maintenant, sinon ils vont commander sur les applications, tu vois. Donc si tu fais l'effort de sortir de chez toi pour aller dans un restaurant, tu as une véritable expérience. Et en même temps, il faut aussi, si tu veux interagir avec la nouvelle génération, c'est les réseaux sociaux. C'est fini les grandes campagnes publicitaires sur le bord des autoroutes. Et c'est comme ça en fait que il y a ces attentes, tu vois, qui sont là. Et on trouve qu'il y a plein de gens qui vont être bons sur un domaine, mais pas sur l'autre. Et du coup, nous, on essaye d'être bons sur l'ensemble des choses. Et pour te le décrire rapidement, donc reconnecter cette restauration rapide aux attentes actuelles. Nous, comment on le fait? On va proposer une expérience client différenciante, tu vois, et ça, c'est important. Donc, comme on en a parlé, on s'appelle Crisp. Tu vois, t'es même pas encore venu dans notre restaurant, tu nous connais pas, tu vois le nom Crisp, t'es déjà dans l'expérience client. Tu vois, c'est vrai. C'est hop, Crisp, tu fais des blagues, tu vois, tu sais même pas l'écrire, tu mets 2S, tu sais pas, t'es déjà dans l'expérience client. Après, tu dis, bon, bah tiens, je vais aller manger. Tu mets un pied chez nous, tu vois tout le monde en veste de chef. Je t'ai pas encore dit que c'était bon, que c'était de la qualité. Tu dis, ah ouais, c'est premium ici. Tout le monde en veste de chef, c'est des vrais cuisiniers. T'arrives à la caisse, tu veux commander, Crisplosion, crispy, sans scrupule. T'as que des partout. T'es dans l'expérience client. On te pose ton plateau sur la table, on te dit bonne croustillance. Tu vois, c'est plein de petits éléments comme ça. On a inventé un sandwich avec l'emballage comestible, on a fait des menus dégustation. T'es dans la restauration rapide, on te ramène un plateau avec plein de petits plats et on t'enlève une cloche devant toi. Tu vois, c'est plein de petits éléments comme ça qui fait que quand tu sors de chez nous, t'as vécu une véritable expérience qu'on appelle nous le moment croustillant, notre slogan, et une expérience client différenciante. On t'a poussé à venir chez nous et c'est ce qu'attend la génération, et elle a même en général besoin de le relayer sur les réseaux, un truc différenciant, un vrai avantage à venir sur place, tu vois.
Deuxième point, et ça, on en a parlé un petit peu, mais on va pouvoir le pousser après, mais l'engagement éthique et éco-responsable, ça aussi, donc ce constat là sur les nouvelles attentes, de bosser pour un patron qui s'enrichit finalement en payant des bas salaires à ses collaborateurs et ce qui va générer énormément de turnover d'ailleurs, parce que les gens vont pas rester en général dans les restaurants, c'est pour ça que les gens galèrent à recruter, et du coup, ça va en plus dégrader l'expérience client. Tu vois, en plus, c'est lié, c'est des vases communicants. Et du coup, nous, on n'a pas de turnover chez nous parce qu'en fait, on est dans la même équipe, on respecte totalement nos collaborateurs et au point même qu'on leur donne toutes les informations. Donc, ils sont au courant de tout. Tu vois, tous les 6 mois, on réunit l'ensemble de nos collaborateurs par point de vente, enfin par pays, et après, on leur montre les comptes de résultats de chaque point de vente. Ils sont au courant de tout, tu vois, people cost, food cost, les loyers, tout, jusqu'à l'EBITDA. Et sur les bidas, donc le bénéfice avant impôt, ils ont 10% qui leur est redistribué équitablement. Donc ça, il n'y a pas de différence entre le directeur et le plongeur, hein. C'est tout le monde touche sur les 10% de l'EBITDA au prorata de son nombre d'heures, ça part. Et en fait, ça fait qu'on aligne totalement les intérêts. Si tu veux, directeur comme actionnaire, comme n'importe qui dans l'entreprise qui travaille avec nous, a les mêmes intérêts. On va faire plus de chiffre d'affaires, fidéliser les clients parce que ça permet de l'augmenter et d'avoir de la rétention et de le maintenir. Respecter le coût matière, donc pas gaspiller. Respecter le people cost, respecter le coût des salaires. Donc s'il n'y a pas assez de volume, on coupe quelqu'un. Et tout le monde le comprend. La personne qui est coupée, elle comprend pourquoi elle rentre chez elle parce qu'elle sait les coûts et elle a les pourcentages en tête. Et tout le monde a les mêmes intérêts. Et on partage le bénéfice. J'adore dire qu'on est entre le communisme et le capitalisme. Non, mais c'est vrai, tu vois, le capitalisme rémunère le capital, le communisme est censé répartir la plus-value. Et en fait, nous, le capital prend plus parce que c'est lui qui a pris les risques, mais la plus-value qui est générée par l'ensemble des équipes, elle est répartie aussi avec les personnes qui le génèrent. Donc, on est vraiment entre les deux. Ça faisait partie de l'idée de base ou Ouais, c'est venu au fur et à mesure? Alors, ce modèle-là, exactement, c'est venu au fur et à mesure, mais je dirais qu'on est trois et 4, parce qu'il y a Thomas aussi maintenant qui est un associé, notre directeur des opérations. On est très humain, ça fait toujours bizarre de dire ça comme ça, mais je pense qu'on est des gens bien, tu vois, bienveillants. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On s'est toujours très bien entendu avec tous nos collaborateurs. Il y a pas de aussi, tu vois, je trouve le management est beaucoup plus facile quand tu es toi-même. Tu vois, c'est fou. Quand tu joues un rôle, le rôle du patron et tout, non, moi je peux appeler frérot mes employés, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, on s'en fiche en fait. Il y a des règles installées, tout le monde les comprend. Quand tu es recruté dans la boîte, tu comprends les règles. Nous, c'est 2 règles, bienveillance, transparence. Il faut respecter ces 2 règles-là. Et après, tu as une méthode de travail avec des objectifs. Quand tu es transparent, le management est beaucoup plus simple. Tu te sépares de quelqu'un, tu dis, bah regarde, tu viens au travail, tu travailles pas. Du coup, on augmente de 3% le coût staff. Bah, du coup, regarde en dessous, ça fait perdre de l'argent à tout le monde. Tu comprends? Faut pas rester. C'est comme une équipe de foot. Tu vois, c'est vraiment tout le monde à fond dans le même objectif et qui doit être bon dans son rôle. Dès le début, les chiffres étaient ouverts à tout le monde ou il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit, mais en fait, si j'ai envie d'être moi-même et d'avoir cette transparence, cette bienveillance, en fait, il faut que je monte les chiffres. Ça est arrivé très vite. Au début, on n'était pas beaucoup dans l'équipe, donc ouais, les chiffres étaient transparents, mais de manière informelle. Enfin, tu vois, on était. Vous faisiez de la transparence sans savoir que vous faisiez de la transparence. Exactement, c'est ça. Tu vois, tout le monde était au courant de tout, mais on faisait pas des tableaux à montrer à tout le monde. Mais oui, dès 2021, je te dirais fin 2021, on faisait déjà les réunions. Dès qu'on a commencé à avoir plusieurs points de vente, en fait, on faisait les réunions avec chaque équipe et c'était au courant de tout. Ouais, c'est venu vite. C'est venu vite après. On l'a, formalisé plus tard en disant bah tiens c'est de la vraie transparence, ça sera à chaque réunion 2 fois par an, tu vois, avec ces tableaux là, 10%, les 10% il est venu après, mais la transparence est venue 10%, il est venu 2022. 2021 on était déjà transparent, on faisait les réunions, on leur montrait tout, et 2022 il y a eu 10%. Et parce que les mecs ils gueulaient, ils disaient non mais attendez là, vous êtes en train de tout prendre, nous on n'a rien? Non, pas du tout. Non, c'est venu de nous-mêmes. En fait, c'était l'idée de comme on se développait vite, je pense que c'est venu, c'est toujours, comment c'est venu? Transparence, ça fonctionnait, et en fait, on se développait super vite, donc tu as un truc aussi où il faut faire confiance, parce que t'es pas sur le terrain tous les jours en train d'impliquer. Quand t'as 12 Dark Kitchen, non? Bah c'est ça, tu vois, tu peux pas être là tous les jours, et on a des super gars, on travaille, enfin vraiment, on a eu de la chance aussi sur le recrutement et tout, on a vraiment une super équipe, et du coup, il y a un truc où c'est eux qui gèrent tous les jours les soucis avec les clients, qui font la qualité, qui sont nos garants de la marque et de l'entreprise en fait. Et du coup rapidement on se l'est dit, je sais plus quel a été le déclic, mais rapidement on s'est dit très bien, si on veut continuer à avancer et automatiser vite nos cuisines pour que tout le monde soit responsabilisé et gagnant, il faut qu'on répartisse la plus-value, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'idée des 10%. Et au début quand on a fait ça, beaucoup de gens nous ont dit mais vous êtes fous, vous perdez de la marge, et en fait maintenant tout le monde est plutôt d'accord avec nous, hein, parce que tu baisses ton turnover, tu baisses tes coûts de formation et tu augmentes ta marge, je pense, et tu augmentes ta rétention client. Tout le monde est content quand il vient chez nous parce que les gens sont souriants, agréables. Enfin, tu vois. Aujourd'hui,
Crisp, si tu peux nous faire juste un petit état de la situation. Donc, il y a le restaurant, le flagship au Flon. Il y a un autre restaurant à Genève. En France, Ouais, alors en France, tu as 2 points de vente et là, tu as 2 points de vente en Suisse. Donc on est à 4. On a vraiment diminué. Mais là, du coup, on se redéveloppe. Donc en fait, là, on va lancer la franchise. Donc aussi, à un moment, donc c'est bien la succursale. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment, on veut devenir une grande chaîne de restauration, nouvelle génération, en reconnectant cette restauration aux attentes actuelles. Et donc du coup là, il y a 4 points de vente, on ouvre un cinquième, on ouvre le Vortex, donc c'est beau, hein, donc le bâtiment dont on parlait tout à l'heure. On récupère la terrasse où on faisait le premier jour la distribution, enfin le troisième jour. Donc c'est cool. Donc là on va faire un crisp et en même temps il y aura une partie bar, parce que c'est un lieu qui s'y apprête. Qui s'y prête, pardon. Et derrière, on lance la franchise. Donc là, on cherche un local à Fribourg. Ça va être la première franchise de Crisp. Et ensuite, ensuite, elle va se développer la franchise. Après, derrière, on est sur. Donc là, une fois qu'on a ouvert la première, on va en ouvrir 2 l'année prochaine. Et après, accélérer et en ouvrir 5 par an, quoi. pourquoi ouvrir des franchises et pas continuer avec ce modèle de succursale? Alors, 2 choses. La première, c'est que je pense que quand tu es un succursale trop éparpillé, à un moment, ta qualité, elle baisse. Alors, même si on a un modèle, nous, qui répartit vachement, qui intéresse vachement chaque personne, je pense que quand tu as un franchisé qui pilote, donc c'est son entreprise, la qualité, elle baisse pas parce que lui, il va faire le mieux pour que justement il y ait de la rétention. Donc là, en fait, t'intéresses encore plus que 10%, là, t'intéresses à 100%. Donc du coup, la qualité est meilleure et ça nous permettra du coup d'avoir la même qualité au top à chaque endroit. Et en fait, ça sépare les rôles, c'est-à-dire que le franchisé devient l'opérationnel et nous on se concentre sur le maintien de la production, de la qualité et du marketing, de permettre de vendre et de faire connaître la marque. Et en fait tu sépares les rôles comme dans notre association à tous les trois, tu vois. Ça fait que du coup tu es plus efficace et tu es meilleur. Si l'attaquant au foot fait défenseur, ça joue pas, il faut qu'il y ait un très bon défenseur, un très bon attaquant, donc c'est un peu la même chose. Et deuxième chose, pour devenir global, en fait, c'est si on veut accélérer en succursale, ça prend du temps. C'est toi qui finances. Enfin là, on est sur un modèle de franchise un peu différent d'ailleurs, mais tu finances, tu trouves les locaux, alors que là, en franchise, tu peux ouvrir du 15-20 points de vente par an si c'est bien piloté. Et c'est tout le truc là. Du coup, on prend notre temps pour lancer la franchise parce qu'on veut le faire intelligemment, étape par étape, et surtout pas perdre en qualité et se précipiter pour rater. T'étais allé trop vite avec les Dark Kitchen? Je pense, ouais. Je pense. On aurait pu être un peu plus. En fait, on savait déjà que la Dark Kitchen, enfin, pas au tout début, mais rapidement, on s'est dit, on a vu, comme je t'expliquais, que les marges étaient faibles, les nouveaux acteurs arrivaient. Du coup, on savait qu'au bout d'un moment, on allait switcher. Et on continue à ouvrir les Dark Kitchen. Tu vois, il n'aurait pas fallu Fuite en continuer. avant. Fuite en avant, ouais. Ouais, fuite en avant. D'accord. Le modèle idéal de la franchise, celui que vous voulez faire, parce que évidemment que tu vas pas faire des franchises comme les autres. Ouais, exactement. Tu veux nous dire un petit peu comment tu vois les choses aujourd'hui, cette première franchise idéale à Fribourg? Ouais, alors on est en train de le conceptualiser, c'est pas fini. Donc là, c'est vraiment. Je vais te parler du constat et après le modèle, il arrive, mais on n'est pas encore. On est en train de faire quelques réglages, donc je veux pas en parler tant que c'est pas parfait. Mais en gros, ce qu'on réalise, c'est que on a les hommes en interne. On a énormément de demandes. On a eu depuis le début de Crisp facilement, franchement, je veux pas se faire des chiffres abusés, mais plus de 300 demandes partout pour ouvrir Crisp, parce que les réseaux sociaux, quand tu buzzes, t'as plein de gens qui te demandent laissez-moi ouvrir une franchise là. Donc on a plein de demandes externes. Vous avez toujours dit non? On a toujours dit non. On a toujours dit non parce qu'on n'est pas prêt. Et on veut vraiment... parce que du coup, on a appris en allant trop vite qu'il fallait pas aller trop vite. Je sais plus c'est quoi la phrase suisse. Aussi vite que nécessaire. Ouais, là, pendant le Covid, c'est aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Voilà, exactement. Ça. Et ouais, faut apprendre. Et ça montre la réussite en général quand tu le fais à la bonne vitesse. Et du coup, donc... On se dit très bien, donc il y a de la demande, il y a de l'attraction sur la franchise Crisp. Mais en fait, en interne, on a déjà les bonnes personnes. En interne, on est 45 à l'heure actuelle, tout le monde archi motivé, qui connaissent nos process, des gens qui en veulent. Donc est-ce qu'on va prendre de l'externe ou pourquoi pas prendre de l'interne? Donc ça, c'est le premier constat. En fait, on se dit, en interne, on a des gens formés, qui connaissent bien la marque et qui ont envie de réussir. Deuxième chose, c'est qu'on trouve qu'il y a un problème sur la franchise, c'est qu'en général, mais je vais te dire la stat que je trouve, combien de pourcentage de la population a 100 000 de francs suisses de côté pour investir? Très peu, je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi, mais 2, 3 et encore. Parce que souvent dans le modèle traditionnel de la franchise, tu dois avoir de l'argent non seulement pour ouvrir le point de vente aux couleurs de la franchise, si je peux parler comme ça, et en plus tu dois payer pour qu'on te donne le classeur de la franchise, et c'est ça qui coûte 100 000 normalement.
Exactement. En fait, c'est t'ouvres ton restaurant, la franchise. Donc, normalement, le franchiseur loue sa marque au franchisé et le franchisé paye son restaurant. Donc, il achète le fonds de commerce, il achète ses machines, il achète tout. Et en général, il faut qu'il ait en général 30% d'apport, quoi, tu vois. Donc c'est beaucoup. Alors, en France, ça peut être un peu moins, ça peut être 20%. Mais donc, il faut avoir ça dépend du prix de ton point de vente, tu vois. Mais C'est une vraie barrière à l'entrée pour trouver des bonnes personnes. C'est une vraie barrière à l'entrée. Il faut avoir entre 70 000 et 150 000 sur son compte en banque pour aller faire levier bancaire et avoir l'argent pour financer les machines, le fonds de commerce, tout. Donc, il y a très peu de personnes qui ont cet argent-là. Et en fait, le truc, c'est que d'abord, tu vas sélectionner sur l'argent pour après sélectionner le meilleur profil à l'intérieur. Et la vraie data d'une réussite de franchise, enfin le vrai facteur clé de succès de la réussite d'une franchise comme de n'importe quel business, c'est l'homme. C'est la personne qui va gérer. Et en fait, c'est déjà dommage parce que tu files sur l'argent. Et après, tu files sur l'homme. Alors qu'il faudrait d'abord filtrer sur l'homme. Deuxième chose, c'est combien de pourcentage de la population veut être millionnaire ? Tout le monde, tout le monde, peut-être 95%. Et en fait, il y a ça. Donc, peu de personnes ont 100 000 sur leur compte en banque. Par contre, tout le monde veut être millionnaire. Et en fait, le facteur clé de succès, comme je disais, c'est l'humain. Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner les meilleurs humains et après leur trouver les financements. Et du coup, j'aime beaucoup aussi cette approche-là, c'est de se dire, c'est pas aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, ouvre une franchise Crisp à la place d'une franchise McDo, tu vas voir, c'est mieux. Non. Si tu veux être millionnaire, viens, j'ai un plan. Tu vois, j'aime bien cette approche-là, tu vois. Donc, c'est un peu dans cette logique-là. Et du coup, aller sélectionner les meilleurs profils. On a des restaurants physiques, on les connaît bien. On peut faire tourner les profils et les sélectionner en 3, 6, 1 an. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, trouver les financements pour les installer. Et quelqu'un qui a une envie de réussir profonde et qui n'a pas les moyens et que tu investis sur lui, il arrive le couteau entre les dents dans son point de vente et lui, il va tout donner. Il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, ça devient un investisseur, il n'est pas forcément prêt à se mouiller. Là, lui, qui a l'opportunité de sa vie pour réussir, il est inarrêtable. Et c'est ça qu'on veut, des personnes inarrêtables. Okay. Tu l'es toujours, toi, inarrêtable ? Écoute, ouais, franchement, ouais, en tout cas, dans ma mentalité, j'essaye au maximum, tu vois. Si aujourd'hui... le Vincent d'aujourd'hui, il pouvait retourner aller au Vincent qui a 16 ans et puis qui commence à organiser ses premiers événements de basket là. Tu lui dis quoi ? Je lui dis, continue, amuse-toi, crée, amuse-toi, prends des risques et surtout fais ce que tu as envie de faire. Flippe pas ou deviens pas, te conforme pas à ce que des fois on demande de toi, ou le flip de la vie, gagner sa vie, se mettre à l'abri. Non, je lui dis, je lui dis quoi ? Je lui dis fonce, laisse-toi vivre, sois toi-même, et pense pas au regard des autres ou à la réussite, d'apparence. Sois toi-même, fonce, et tout se passera bien. Tout se passera bien quoi qu'il arrive. Même si tu rates, tu continues, tu fonces, t'es toi-même. Et quand tu as ça en toi, tu as un rêve, un objectif, tu fais tout pour l'avoir et je suis sûr que tu l'auras. Et si tu es prêt à passer toutes les étapes, donc je dis fonce. Ouais. Et ton rêve et ton objectif aujourd'hui ? C'est de continuer à être heureux. C'est ça, c'est pas, tu vois, c'est continuer à être heureux. Donc dès l'instant où je suis heureux dans ce que je fais, je pense que quand tu es heureux dans ce que tu fais, tu es bon. Donc continue à être heureux. Ouais. Okay. On pourrait conclure là-dessus, je pense. Et je pense qu'on va conclure là-dessus, sauf si toi, tu as encore envie de partager, je sais pas, certaines choses, ou tu as envie qu'on parle dans... Non, écoute, non, mais c'est qu'est-ce que je pourrais partager Non, mais c'est juste sur ceux qui nous écoutent et qui ont forcément envie d'entreprendre. Je pense vraiment il faut se lancer. Et j'entends tout le temps les gens dire ça, mais c'est vrai. Il faut se lancer et pas stresser. Et si tu rates, c'est pas grave. Et même après, ça devient même marrant d'avoir raté. Enfin, tu vois, quand tu repenses à l'époque, moi je repense à l'époque où on était en galère, bah tu dis, putain, c'est dingue quoi. Et c'était sympa en fait au final cette époque-là. C'est juste sur le moment, tu la vis pas forcément de manière sympa, mais après, tu deviens nostalgique. Donc tout devient des bons souvenirs, comme dans un voyage. Si t'aimes voyager, t'aimes entreprendre en général, je trouve. Alors, on va te souhaiter un bon voyage pour la suite. Et en tout cas, te remercie infiniment, Vincent, d'être venu partager tout ça avec nous. Merci beaucoup, Cyril. C'était un plaisir. Bonne suite. Merci.